Les extensions de navigateur, c'est potentiellement une catastrophe en termes de sécurité. Dans cette vidéo, il faudrait qu'on parle des gros risques que présentent tous les gadgets que vous installez sur Chrome ou sur Firefox. Par exemple, on a cette magnifique extension, ChatGPT, mais qui n'était pas le vrai ChatGPT. Cette extension volait en fait vos identifiants Facebook en injectant du code malicieux sur les pages web. Elle a été présente pendant un mois en 2023 dans le Chrome Web Store et téléchargée plusieurs millions de fois avant de se faire supprimer. Et ce n'est pas un exemple isolé. Des extensions de ce genre, il en existe des centaines. Le problème, c'est que quand vous installez une extension, c'est que l'extension a accès à tous vos onglets et peut potentiellement faire tout ce qu'elle veut sur votre navigateur, sans que vous vous en rendiez compte. Donc dans cette vidéo, on va voir comment c'est possible et comment se prémunir contre ce type d'attaque. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une extension? Une extension, c'est juste un fichier zip avec du code en JavaScript, et rien d'autre. Toutes les extensions, Chrome ou Firefox, sont codées en JavaScript. Et c'est exactement le même JavaScript qu'utilisent 99% des sites web pour afficher de belles pages web interactives. Je vais rapidement vous faire une démonstration technique, comme ça vous allez très vite comprendre à quoi ça ressemble. Donc on se retrouve sur notre interface de programmation et on va commencer par tester notre extension. Donc notre extension ici est composée de deux fichiers. On a le fichier content.js et le fichier manifest.json. Donc pour faire simple, le fichier manifest.json va contenir toutes les informations sur l'extension. Vous pouvez le voir comme le fichier qui va contenir les métadonnées. Par exemple, ici on a le champ name qui va contenir le nom de l'extension. C'est le nom qui sera affiché dans Firefox. On a le champ version, on a le champ description. Plus important encore, on a le champ permission qui lui va contenir toutes les permissions requises pour l'extension pour fonctionner. Mais le plus important, c'est la partie Content Scripts, qui va indiquer tous les fichiers JavaScript qui seront exécutés pendant que l'extension est en marche. Donc dans ce champ-là, on peut inclure plusieurs règles. Ici, il n'y en a qu'une seule. Pour faire simple, le fichier content.js sera exécuté pour toutes les URL. Même si dans la partie matches, on peut également mettre des URL personnalisées si on veut que l'extension s'exécute pour un seul site internet en particulier. Je vais maintenant cliquer sur le fichier content.js pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Et là, à votre grande surprise, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'une seule ligne de code en JavaScript. Alerte, je suis une extension. Donc le but de cette ligne de code est tout simplement d'afficher un pop-up sur lequel est écrit « Je suis une extension ». Donc maintenant que vous savez ce qu'il y a dans une extension, la prochaine étape est de combiner le content.js et le manifest.json dans un fichier zip et de l'importer directement dans Firefox. Alors nous on ne va pas le faire parce que j'ai un peu la flemme et qu'il y a une manière plus rapide de le faire. Je vais tout simplement taper la commande web-ext, ici run, pour pouvoir lancer un Firefox de test avec l'extension qui est déjà préinstallée. Comme ceci. Donc si on va dans la liste des extensions, on a bien notre Simple Alert Extension ici. Et maintenant, je vais pouvoir aller sur un site internet au hasard pour voir si l'extension fonctionne. Donc par exemple, je vais aller sur Wikipédia. Et là, on a bien le pop-up qui s'affiche « Je suis une extension ». Je peux tester avec un autre site, par exemple Reddit. Et là, pas de surprise, le pop-up s'affiche également. Donc c'est bien tout cela, on a fait joujou avec notre extension. Mais concrètement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette partie? C'est que dans notre content.js, je peux mettre absolument n'importe quel code JavaScript. Ici j'ai mis une petite pop-up. Mais si je veux, je peux mettre un code JavaScript qui va bloquer les publicités, ou encore un code JavaScript qui va supprimer le fil d'actualité de Reddit ou de YouTube pour éviter les distractions. Je peux mettre aussi un code JavaScript qui va cliquer sur tous les boutons à votre place. Ou pire, je peux mettre un code JavaScript qui va communiquer avec des serveurs distants. En fait, tout ce qu'un développeur web peut faire en JavaScript, vous pouvez le faire ici dans votre extension en JavaScript. Et tout cela, c'est à la fois très pratique, mais aussi très dangereux. Mais qu'est-ce que je veux dire exactement par une extension très dangereuse? Comme je vous l'ai dit, une extension, ça ne sert juste qu'à injecter du code JavaScript personnalisé, pour après ajouter plein de fonctionnalités ultra pratiques. Mais à la place de mettre toutes ces fonctions ultra pratiques, pourquoi ne pas mettre du code JavaScript qui espionne la page internet et qui envoie tout à un serveur distant?
Je vais vous faire une petite démonstration technique, vous allez très vite comprendre. Donc ici j'ai un petit serveur web que j'ai codé avec Node.js, et ce serveur web il va posséder deux routes. On a une route slash qui va juste afficher Hello World sur le navigateur, donc rien de très compliqué. Et on a une deuxième route slash receive, c'est une route en post qui va recevoir les données en post de la requête, donc tout le corps de la requête, et qui va après afficher cela dans la console. Ici, en faisant un console.log rec.body. Ce serveur tourne sur le port 3000 sur ma machine localhost, ici. Ce serveur-là, je peux le lancer en une simple ligne de commande qui va ordonner Windows d'exécuter le fichier index.js avec Node. Parfait. Et maintenant, je peux accéder sur mon navigateur Firefox et accéder à localhost 3000 /. Alors ici, comme j'ai pris la route slash, cela va bien afficher Hello World, ici. Maintenant que le serveur est configuré pour recevoir tout type de requêtes, maintenant il faudra coder l'extension Firefox qui va envoyer des requêtes à notre serveur en localhost, qui après va tout enregistrer. L'extension va être assez simple, à chaque fois que l'utilisateur charge la page, il va envoyer au serveur l'URL de la page qui a été visitée. En gros, c'est une extension qui espionne votre historique. Donc hop, c'est parfait, on est parti. J'ai déjà codé l'extension à l'avance, l'extension qui va envoyer les sites visités sur un serveur distant, donc notre serveur localhost 3000. Ici, j'ai le manifest.json qui ne contient pas grand-chose de spécial. Il indique juste que les scripts seront exécutés dans contentscripts.js. Et c'est ce fichier-là qui va contenir tout notre code. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer exactement ce qu'il y a dans contentscript.js, car cela pourrait être considéré comme un programme malveillant par YouTube. Et vous le savez comme moi, YouTube n'aime pas ce genre de choses. Alors cela peut paraître très bête, car un tel script est relativement simple à répliquer, surtout si vous êtes développeur web, mais ça reste les règles de YouTube, qui sont parfois farfelues. Et moi, je tiens à ma chaîne YouTube. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon extension en tapant un webExt run, comme ceci. Ici, j'ai évidemment mon serveur qui est toujours en cours d'exécution, alors je vais le réexécuter, comme ceci. Donc là, il écoute sur le port 3000. Là, j'ai mon Firefox qui est lancé avec l'extension qui est chargée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller par exemple sur Wikipédia, donc mon site préféré. Hop, je vais faire une petite recherche Google, et là vous voyez à gauche que l'URL qu'on a chargé s'est affiché. Ok, c'est excellent. Je vais aller dans Wikipédia, et là, hop, on a le Wikipédia qui s'affiche. Alors ici, comme j'utilise un VPN, ça met Wikipédia dans une autre langue, mais ce n'est pas le plus important, on a bien l'URL de la page chargée qui s'affiche. Par exemple, si j'ai envie d'aller dans Wikibooks, cette fois-ci, je vais charger Wikibooks, et notre Wikibooks s'affiche sur notre console. Alors oui, juste comme ça, cela ne paraît pas ultra méchant, j'ai juste stocké que les URL. Cependant, ces URL-là, je peux greffer des informations beaucoup plus personnelles, comme par exemple l'adresse IP, ou d'autres informations qui vont me permettre d'identifier les personnes de manière unique. Ici, j'ai évidemment affiché tout ça sur la console, en faisant un console.log, mais à la place, je peux très bien mettre un code qui enregistre tout cela dans une base de données, donc de façon plus permanente. Donc tout ça pour vous dire qu'une fois que j'ai la data, eh bien je peux faire absolument n'importe quoi avec la data que j'ai reçue sur mon serveur. Ici c'est localhost 3000, mais ça peut être absolument n'importe quel serveur, comme par exemple un serveur privé que je pourrais louer chez un hébergeur. Comme je vous l'ai dit avant, en JavaScript, on peut quasiment tout faire sur l'onglet courant. Alors juste avant, on a fait des trucs assez gentils, on a juste enregistré l'URL du site web et l'envoyer sur un serveur distant, mais on peut faire des trucs qui sont beaucoup plus méchants. Par exemple, en JavaScript, je peux enregistrer toutes les touches qui sont tapées sur l'onglet courant. Alors ce type de programme malveillant, vous les connaissez peut-être, ce sont les fameux keyloggers, qui s'installe sur votre ordinateur et qui enregistre tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et bien sur le navigateur, c'est exactement la même chose, il est possible de faire tout cela en JavaScript. Donc j'ai déjà codé une telle extension, elle s'appelle Keystroke Logger, ici, et bien évidemment je ne vais pas pouvoir vous montrer son code dans le contentscript.js, car bien que ça ne soit pas le code le plus difficile du monde, ce code peut quand même être utilisé pour un usage malveillant, et bien évidemment ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais lancer l'extension, webExt run, ici. On a donc mon petit Firefox qui va se lancer. Donc, comme d'habitude, j'ai mon serveur web qui tourne sur localhost 3000, et c'est ce serveur web là qui va recevoir toutes les informations, donc les touches qui ont été tapées.
Donc, je vais revenir sur mon petit Firefox, et imaginons par exemple que je veuille aller sur Amazon. Donc je vais taper Amazon, ici amazon.com, et là j'ai mon Amazon qui est en train de se charger. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune touche qui a été enregistrée. Pourquoi? Car j'ai tapé Amazon sur la barre d'URL. Et la barre d'URL, cela ne fait pas partie de la page. Donc le fichier content script ne va pas s'exécuter. En revanche, cette fois-ci, je vais imaginer que je veuille, par exemple, acheter un cadeau sur Amazon. Donc par exemple, moi j'ai pas d'idée de cadeau. Donc je vais juste taper cadeau sur Amazon. Comme ceci. Hop. Donc là c'est bien, on a notre page avec des idées de cadeaux qui se chargent, avec en plus des belles publicités, super. Mais la chose la plus intéressante, c'est à gauche. Comme tu peux le voir, on a notre serveur qui a reçu des informations. Alors je vais le mettre en plus grand, comme ça sera plus clair, et on va pouvoir analyser ce qui a été reçu. Donc ici, on voit qu'à chaque fois que j'ai pressé une touche, par exemple ici j'ai pressé la touche C, on a la touche qui a été envoyée, ainsi que son timestamp. Donc ici, c'est plutôt la date qu'un vrai timestamp. Donc là, je l'ai pressé à 7h51 et 29 secondes. Même chose, après j'ai pressé la touche A à 7h51 et 30 secondes. Puis après, j'ai pressé la touche Backspace, donc la touche Del, parce que j'ai fait une petite erreur. J'ai repressé la touche A, j'ai refait du Backspace, bon, j'ai fait pas mal de petites erreurs de frappe. Mais en tout cas, à partir de là, eh bien, on peut facilement reconstituer le fait que j'ai tapé cadeau sur Amazon. Et après, j'ai appuyé sur Entrée pour effectuer la recherche. Jusqu'à maintenant, l'attaquant, il n'a pas fait quelque chose d'ultra méchant. Il a juste enregistré ce qui a été tapé dans la barre de recherche. Alors ça peut être utilisé à des fins d'espionnage ou à des fins publicitaires, mais ce n'est pas non plus le plus méchant. En revanche, imaginons que la victime a choisi son idée de cadeau. Elle va donc se connecter sur Amazon pour pouvoir après acheter son cadeau, ajouter au panier tout ce bordel. Donc la personne va mettre son adresse email, donc par exemple test@gmail.com, et après elle va mettre son mot de passe. Alors là je vais mettre test et test. Et tout ça, eh bien ça sera capturé par le script. Et là, c'est vraiment ultra dangereux, car c'est tous vos comptes qui sont à risque. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai la double authentification activée, donc je ne risque rien. Oui, mais la double authentification, c'est un code à 6 chiffres que vous tapez sur votre navigateur. Et ce code à 6 chiffres, l'attaquant peut aussi le récupérer. Alors comme ce code à 6 chiffres n'est valable que 30 secondes, l'attaquant doit être en direct sur la console pour pouvoir capturer les codes et les mettre sur son navigateur. Mais même ça, ce n'est pas obligatoire, car l'attaquant peut très bien créer un propre script qui va automatiquement se connecter sur Amazon avec les emails, le mot de passe et le code de double authentification. Donc tout ça pour vous dire que quand vous installez une extension sur votre navigateur Chrome ou Firefox, c'est comme si vous installiez un logiciel sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux. Ce logiciel, il a potentiellement accès à quasiment tout le système, même s'il n'est pas en administrateur. Par exemple, il a accès à toute l'arborescence de fichiers, il a accès à toute l'historique du navigateur, il a accès à toutes les touches que vous frappez sur votre ordinateur, etc., etc. Que ce soit sous Windows, sous Mac ou sous Linux. Eh bien, avec les extensions de navigateur, c'est exactement la même chose. L'extension, elle a accès à tout ce que vous faites sur vos onglets. Donc plus généralement, l'attaquant qui réussit à installer une extension chez vous a accès à toutes les touches du clavier que vous avez tapé, mais aussi à la position de la souris sur l'onglet, ce qui est peut-être très intéressant. L'attaquant peut également accéder à tous les éléments HTML de la page, donc notamment le texte. Imaginons par exemple que vous êtes logué en tant qu'admin sur votre site internet et que vous avez accès à une énorme base de données d'utilisateurs, eh bien l'attaquant peut aussi y avoir accès et transférer toutes les données sur son serveur. De même, on a le contenu du presse-papier, donc tout ce qui est copié-collé qui est accessible et transférable. De même pour les cookies qui sont accessibles depuis les extensions. Donc il est potentiellement possible de dérober votre identifiant de session si les cookies ont été mal configurés. Mais il y a beaucoup plus vicieux. Je vous ai dit que l'extension de navigateur peut lire n'importe quel élément HTML sur la page. C'est complètement vrai. Mais ce n'est pas tout. L'extension peut également modifier chaque élément HTML sur la page. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Imaginons par exemple que vous êtes sur le site d'un exchange crypto. Par exemple Binance, Kraken, Coinbase, etc., etc. Et que vous voulez retirer vos cryptos vers une autre adresse. Alors pour faire simple, un exchange crypto, c'est un peu comme une banque.
mais qui stocke des cryptos. Donc vous dites à l'exchange, voici mon adresse 0x1234 qui va recevoir tous les fonds. Et Exchange vous dit, ok c'est parfait, confirme juste ton identité, je t'envoie un SMS, mets ton code de double authentification, confirme aussi ton identité par email, etc. etc. Et une fois que c'est fait, toutes vos économies seront transférées sur la nouvelle adresse. Sauf que, vous regardez, après 5 minutes, après 10 minutes, votre adresse, elle n'a rien reçu. Donc vous commencez à avoir un peu peur, vous contactez donc le support de l'exchange, et on vous dit, pas de souci, tout s'est bien passé, les fonds ont bien été transférés. Mais vous, sur votre portefeuille crypto, vous n'avez absolument rien reçu. Et là, on vous dit que les fonds ont été transférés vers une autre adresse. C'est une adresse différente que celle que vous avez indiquée au départ. Donc concrètement, que s'est-il passé? La petite extension que vous aviez installée il y a 2 semaines pour régler les sites internet en thème sombre, pour un petit peu moins se défoncer les yeux, n'était pas si innocente que ça. En fait, c'était tout simplement un malware. Et ce malware injectait un code JavaScript sur la page de l'exchange qui modifiait les adresses du receveur. Donc au lieu de mettre votre adresse, le malware a mis l'adresse de l'attaquant. Et du coup, c'est l'attaquant qui maintenant possède tous vos économies, ainsi que les économies de plusieurs milliers de personnes. Une extension pas très bienveillante, c'est ultra simple à créer. Les outils pour le faire sont à la portée de tout le monde. N'importe qui a accès à Internet peut coder sa propre extension et la déployer en moins de 30 minutes. Et les compétences requises pour le faire sont extrêmement faibles. Il n'y a même pas besoin d'être un développeur senior, il suffit juste de savoir un peu coder en JavaScript et de faire quelques petites recherches Google. De plus, dans les codes que j'ai créés, j'ai été assisté par une intelligence artificielle, ce qui a rendu la tâche encore plus rapide. Un attaquant peut donc déployer une extension sur son site et commencer à infecter des millions de navigateurs. Et de plus, l'attaquant peut très bien également combiner une extension qui sert à quelque chose, comme un bloqueur de pub par exemple, avec une extension malveillante, qui vous espionne en même temps. Donc concrètement, comment faire pour se protéger contre ce type de menace ? Donc première chose, c'est assez évident mais il faut quand même le répéter, il faut installer une extension connue sur le store officiel, car ces extensions sont souvent vérifiées par les équipes de Firefox et de Chrome. Deuxième chose, le code de l'extension doit être open source, et non obfusqué. Ainsi, le code de l'extension est public et vous savez à peu près ce que vous exécutez. Ça signifie que s'il y avait un programme malveillant dedans, alors quelqu'un l'aurait découvert beaucoup plus facilement. Si jamais vous souhaitez installer une extension un peu moins connue, c'est un peu plus problématique, car il n'y a probablement personne qui vérifie le code. Donc vous pouvez vous-même vérifier le code de votre côté, mais c'est beaucoup plus long. Et je pense que tout le monde aura la flemme. Donc la première chose serait de voir les commentaires et les avis pour voir s'il y a des gens qui se plaignent qu'il y a un malware, alors c'est une mauvaise indication. Alors attention quand même, si tout est à 5 étoiles, ça ne signifie pas que c'est fiable à 100%, car une personne malveillante peut très bien acheter des faux avis 5 étoiles. C'est ultra simple et c'est à la portée de tout le monde. Une autre chose à faire, c'est de regarder les permissions requises pour l'extension. Un peu comme pour les conditions d'utilisation, c'est le truc que personne ne regarde. Mais quand vous cliquez sur installer l'extension, eh bien vous avez la liste de toutes les permissions qui sont requises par l'extension. Donc là, même chose, s'il y a des permissions qui sont suspectes, comme par exemple accéder à votre page, à votre localisation, voire même à certains fichiers du système, alors vous pouvez ne pas installer cette extension et chercher une alternative. Avant de terminer cette vidéo, si vous êtes intéressé par la cybersécurité et que vous voulez aller beaucoup plus loin dans vos compétences, j'ai créé un petit guide gratuit pour les débutants qui contient exactement toutes les informations qu'il vous faut pour débuter dans la cybersécurité. Ni plus ni moins. C'est un guide qui est très condensé et qui se lit très rapidement. Vous pouvez le télécharger maintenant, c'est complètement gratuit. Je mets le lien juste en bas dans la description. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les extensions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.